Ma femme me trompait avec mon associé. Et le pire, ce n'était pas qu'ils m'aient pris pour un idiot, c'est qu'ils avaient oublié un détail essentiel. Dans notre société, le vrai pouvoir ne se voit jamais sur une carte de visite. Il se cache dans les statuts. Et ce soir-là, en ouvrant son ordinateur, j'ai compris que quelqu'un allait tout perdre. Je ne savais juste pas encore si ce serait eux, ou ce qu'il restait de moi. Je m'appelle Adrien. J'ai 39 ans. Je vivais à Lyon, dans un appartement trop calme du 6e arrondissement, avec un parquet qui grinçait toujours près de la baie vitrée, une machine à café italienne hors de prix, et une femme, Camille, qui savait sourire exactement quand il le fallait. Avec le recul, c'était presque une compétence professionnelle. Nous étions mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 12. Le genre de couple qui rassure les autres. Celui qu'on regarde en disant « eux, au moins, ils tiendront ». Ce que les gens oublient, c'est qu'un immeuble peut avoir une façade impeccable et des fissures partout, derrière le crépi. Mon meilleur ami s'appelait Romain. On s'était connus à la fac. Lui arrivait en retard, avec un sourire qui lui ouvrait toutes les portes. Moi, j'étais déjà le type qui lisait les petites lignes avant de signer la feuille de présence. Il parlait mieux que moi. Je calculais mieux que lui. Ensemble, on avait monté une société de conseil en restructuration immobilière. Rien de très glamour, mais énormément d'argent à faire. Des syndics en panique, des copropriétés mal gérées, des immeubles à récupérer avant que les autres comprennent leur valeur. En France, on peut bâtir une fortune sur la négligence administrative des gens. C'est presque une tradition nationale. Pendant des années, j'ai cru que ma vie était solide. Camille travaillait dans la communication pour un groupe de cliniques privées. Romain passait souvent à l'appartement, parfois pour dîner, parfois pour parler boulot, parfois pour rien. Ma mère me lançait parfois « Il est bien gentil ton Romain, un peu trop chez toi quand même », et je répondais avec ce mépris tranquille que j'ai toujours eu pour les amateurs de sous-entendus. Je trouvais ça vulgaire de soupçonner les gens sans preuve, ironique. Quand on sait la suite, les premiers signaux n'ont pas été spectaculaires. Pas de parfum inconnu, pas de traces ridicules sur une chemise. La vraie vie est moins théâtrale et plus mesquine. Ça a commencé par des détails minuscules. Camille retournait son téléphone dès qu'un message arrivait. Elle gardait l'écran contre la table, comme si le bois avait signé une clause de confidentialité. Elle riait devant WhatsApp avec cet air neutre des gens qui veulent surtout qu'on ne pose aucune question. Au bureau, Romain avait changé lui aussi. Il annulait certains déjeuners à la dernière minute, devenait sec quand je demandais le détail de notes de frais, puis redevenait charmant 5 minutes après, comme un commercial qui a senti qu'il était allé trop loin. Je n'ai rien dit. J'ai observé. C'est une habitude que j'ai depuis longtemps. Laisser les autres s'agiter en croyant contrôler la scène pendant que je regarde les coutures lâchées. Un mardi de novembre. Il pleuvait sur Lyon avec une régularité de châtiment biblique. Camille m'a écrit qu'elle rentrerait tard. Comité de crise. Encore. Romain, lui, était parti du bureau à 17h30 pour un rendez-vous chez un notaire. Soi-disant, séparément. Leurs mensonges auraient pu tenir debout. Ensemble, ils formaient une coïncidence un peu trop élégante. Le vrai basculement a eu lieu 3 jours plus tard. Presque par hasard. Camille était sous la douche. Elle m'a demandé d'envoyer un document à une collègue depuis son ordinateur. Son Mac était ouvert sur la table du salon, propre, net, parfaitement rangé. À son image, j'ai bougé la souris. La session n'était pas verrouillée. Une fenêtre déjà ouverte est remontée à l'écran, avant même que je cherche le fichier. Une conversation, pas avec une collègue. Avec Romain, je me souviens d'un détail absurde. Ma première pensée n'a pas été « ils ont une liaison ». Mais, mon Dieu, il écrit vraiment comme un adolescent attardé. Puis j'ai fait défiler. Et là, le ridicule a disparu. Il y avait une réservation d'hôtel, près de la Part-Dieu. Un selfie dans un ascenseur miroir, 2 verres de champagne sur une table basse, une photo de ses chaussures à elle sur la moquette d'une chambre, et surtout leur message. Ce langage de complicité écœurante que les gens prennent pour de l'amour quand ils sont seulement en train de trahir quelqu'un de stable. J'ai continué à lire avec un calme si froid que moi-même, aujourd'hui encore, j'en suis surpris. Elle lui écrivait qu'elle n'en pouvait plus de vivre avec quelqu'un qui contrôlait tout.
Il lui répondait qu'elle méritait mieux qu'un mari marié à ses tableaux Excel. C'était assez amusant. Venant d'un homme dont les 2/3 de l'existence professionnelle reposaient sur mes décisions. Puis j'ai vu ce qui a vraiment fait tomber le dernier morceau du décor. Un transfert de réservation payé avec la carte de l'entreprise. Un remboursement d'hôtel classé en frais clients. Et un message de Romain : « Ne t'inquiète pas. Adrien ne regarde jamais cette ligne-là. » Là, j'ai souri. Un sourire sec, sans joie. Le genre de sourire qu'on a quand on comprend que les gens ont cessé d'être dangereux pour devenir simplement stupides. Camille a crié depuis la salle de bain. « Tu l'as trouvé, le document ?» J'ai répondu « Oui, presque, avec une voix parfaitement normale. » C'est ça qui m'a frappé. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas eu envie de hurler. Je n'ai rien cassé. Tout s'est réorganisé dans ma tête, avec une clarté méthodique. Mon mariage venait de mourir dans le salon. Et ma première réaction a été de penser au juridique, au capital, aux clauses de gouvernance, à la procédure de révocation. Certains diraient que c'est inhumain. Moi, j'appelle ça de la survie, avec une bonne éducation. J'ai transféré discrètement plusieurs captures sur une adresse mail que Camille ne connaissait pas. J'ai pris en photo 2 échanges avec mon propre téléphone. Puis, j'ai envoyé le fameux document à sa collègue, parce qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Surtout quand on vient d'ouvrir la porte de l'enfer. Le soir, nous avons dîné ensemble comme d'habitude. Elle m'a parlé d'une campagne de communication pour son groupe. J'ai hoché la tête. Romain m'a envoyé un message sur WhatsApp. On valide la réunion de jeudi. Frérot, j'ai regardé ce mot. Frérot, pendant quelques secondes. Puis, j'ai reposé mon téléphone avec une douceur presque affectueuse. À cet instant précis, ils croyaient encore avoir une longueur d'avance. Ils ignoraient que je venais d'entrer dans la partie et que je ne perdais jamais quand j'avais le temps de préparer les dossiers. Cette nuit-là, pendant que Camille dormait à côté de moi avec la sérénité obscène des gens qui se sentent encore protégés, je suis resté éveillé dans le noir, à écouter sa respiration, et j'ai compris quelque chose de très simple. Je n'allais pas faire une scène, je n'allais pas demander des explications, je n'allais pas mendier la vérité à des gens qui avaient déjà choisi le mensonge. J'allais leur laisser assez de cordes pour qu'ils s'étranglent d'eux-mêmes, proprement, légalement, définitivement. Et le lendemain matin, avant même mon premier café, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, puis avec un autre. Parce qu'en France, pour ruiner quelqu'un avec élégance, il faut toujours comparer les devis. Le lendemain, Lyon avait cette lumière grise de fin d'automne qui donne à tout le monde l'air d'avoir une dette morale. Moi, j'avais surtout une liste. Un avocat en droit des affaires à 8h30, une avocate en divorce à 10h, et entre les deux, un café brûlant avalé debout près de la place Maréchal-Lyoté. Parce qu'il faut parfois organiser sa ruine sentimentale avec la ponctualité d'un contrôleur SNCF, le premier avocat, Maître Vignal, avait le genre de bureau qui sent le cuir, le calme et les honoraires élevés. Je lui ai résumé les faits sans trembler. Mon épouse, mon associé, des preuves numériques, des frais d'hôtel imputés à la société. Il n'a pas sursauté. Les gens très chers ne sursautent jamais. Il a simplement demandé « Vous voulez protéger vos intérêts ou les écraser ?» J'ai répondu. Les deux, il a eu un petit sourire. Le respect entre prédateurs tient parfois à très peu de choses. Il m'a rappelé ce que je savais déjà. Dans nos statuts, certaines clauses de loyauté, de bonne gestion et de réputation de l'entreprise étaient rédigées de façon assez stricte pour devenir une arme de précision. Surtout si je prouvais l'usage de fonds sociaux à des fins personnelles. Surtout si je démontrais la dissimulation. Surtout si je gardais mon sang-froid. Il a insisté sur un point. Ne confrontez personne trop tôt. Laissez-les continuer. Les gens qui mentent finissent toujours par produire leur propre annexe comptable. J'ai presque ri. Enfin, un professionnel qui parlait ma langue. L'avocate en divorce. Maître Sorel était plus direct encore. Tailleur marine. Voix nette. Pas une seconde de compassion décorative. Elle m'a demandé si nous étions mariés sous le régime de la communauté, réduite aux acquets. J'ai dit oui. Elle a noté. Appartement, compte, assurance vie, placement. Elle a levé les yeux. Vous avez des enfants? Non. Elle a hoché la tête,
comme si cela retirait un étage entier à l'incendie, puis elle a ajouté « Dans ce cas, ne cherchez pas à gagner moralement, gagnez juridiquement. Le moral ne passe jamais devant le juge. » C'était presque poétique. À midi, j'avais déjà une feuille de route. Sauvegarder les preuves. Faire constater certains éléments si possible. Vérifier les dépenses de l'entreprise sur 6 mois. Sécuriser mes accès. Prévenir discrètement notre directeur financier. Et surtout, ne rien laisser paraître. J'ai engagé un détective privé le jour même. Un ancien policier de Villeurbanne, nommé Besson. Visage fatigué, veste banale, regard très réveillé. Il a pris les éléments sans faire de commentaires. Puis m'a dit « Les gens infidèles sont rarement créatifs. Ils croient l'être, mais ils vont tous au même hôtel, au même bar, au même mensonge. J'ai pensé qu'entre cyniques, la confiance venait vite. Les jours suivants ont pris une texture étrange. Je vivais dans mon propre appartement, comme un invité parfaitement poli. Camille m'embrassait avant de partir travailler. Je lui demandais si sa journée serait longue. Elle répondait « Probablement, on a une réunion de crise. » J'avais envie de lui remettre une médaille pour régularité narrative. Au bureau, Romain passait dans mon bureau avec son aisance habituelle. Il me parlait d'un projet à Bordeaux, de la rebrandisation qu'on préparait, des interviews prévues avec la presse locale. Et moi, pendant qu'il me montrait des maquettes sur son iPad, je voyais surtout ses mains. Ses mêmes mains posées sur ma vie, comme sur une table de restaurant qu'il n'avait pas payée. J'ai commencé à fouiller les comptes. Pas comme un mari jaloux, comme un actionnaire qui vérifie un cancer. Et très vite, les anomalies sont sorties. Petites d'abord, des dîners clients à 2 couverts dans des endroits où aucun client n'avait été reçu. Des courses en VTC à des horaires absurdes. Des réservations d'hôtels fractionnées pour passer sous le seuil de validation. Puis, plus intéressant, des remboursements approuvés directement par Romain sans double signature. Il pensait sans doute que l'amitié faisait office de commissaire aux comptes. Le vendredi soir, Besson m'a envoyé son premier message, sobre, presque élégant. Votre épouse est entrée à 19h12 à l'hôtel Cobster. Votre associé l'a rejointe à 19h26, photo disponible. J'étais assis dans ma voiture. Garé en bas de l'immeuble, avec un sachet de chouquettes tièdes acheté machinalement à la boulangerie, j'ai regardé l'écran, puis le sachet sur le siège passager, et je me suis dit que la vie avait un sens de l'humour détestable. J'ai ouvert les photos. Pas de doute possible. Eux deux, dans le hall, trop proches pour des collègues, trop détendus pour des innocents. Je n'ai toujours pas appelé. Je les ai laissés monter, prendre leur chambre, croire encore 1 heure ou 2 qu'ils vivaient une histoire secrète, alors qu'il n'était déjà plus qu'un dossier. À 21h03, j'ai partagé la localisation de Camille depuis l'accès familial qu'elle avait oublié de désactiver. L'hôtel brillait sur l'écran, comme une enseigne de supermarché. J'ai attendu encore 5 minutes. Puis, j'ai envoyé un seul message. J'espère que la chambre est au moins mieux décorée que vos mensonges. Rien d'autre. Pas d'insultes. Pas de drame. L'élégance est souvent la manière la plus cruelle de tenir un couteau. Sa réponse a mis 37 secondes. De quoi tu parles? Puis une autre. Adrien, réponds. Puis encore, ce n'est pas ce que tu crois. La phrase officielle des gens pris en flagrant délit d'être exactement ce qu'on croit. Ensuite, sa localisation a disparu. Coupé net. Puis les appels ont commencé. D'abord elle, puis Romain, puis elle encore, puis 10 messages, puis 15. J'ai tout laissé vibrer sur le tableau de bord, sans répondre. La ville autour de moi continuait comme si rien n'était arrivé. Un tram passait. Des gens sortaient d'un monoprix avec des sacs trop pleins. Un couple se disputait pour une trottinette mal garée. Et moi, au milieu de cette banalité française impeccable, je regardais mon mariage s'effondrer dans un hôtel 3 étoiles, avec parking souterrain. J'ai fini par rentrer chez moi, avant elle. Je me suis servi un verre de whisky, chose que je fais rarement, et j'ai attendu. À 23h18, la porte s'est ouverte. Camille est entrée avec ce visage, des gens qui ont répété tout le trajet. Elle a dit « Mon prénom comme on teste une prise électrique. Adrien. » J'étais assis dans le salon, parfaitement calme. Elle a commencé « Je peux tout expliquer. » J'ai répondu « Non. Justement, tu ne peux plus rien expliquer. Seulement confirmer. » Elle a pâli.
Ses doigts tremblaient. Elle a essayé de s'approcher. J'ai levé la main. Reste là. Elle a demandé si quelqu'un m'avait manipulé. J'ai presque admiré sa persévérance. Transformer la vérité en malentendu à ce niveau-là relevait du sport de haut niveau. Je lui ai simplement dit « Demain, tu pars travailler, comme d'habitude. Tu ne me mens plus. Et tu ne touches à aucun document, aucun compte, aucun ordinateur qui concerne la maison ou la société. » Elle a murmuré « Tu me fais peur. » J'ai répondu « C'est nouveau. » Ça, pour la première fois depuis des semaines, elle n'a rien trouvé à dire. Elle a dormi dans la chambre d'amis, moi pas du tout. Vers 2 heures du matin, j'ai publié sur LinkedIn une phrase anodine en apparence. La loyauté est une valeur sous-estimée dans les périodes de transition. Certaines restructurations commencent toujours par un ménage interne. En moins de 10 minutes, 3 messages privés étaient arrivés. À 6 heures, ils étaient 9. Les rumeurs n'avaient pas encore un visage, mais elles avaient déjà pris le train. Et au bureau, le lendemain, j'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour le lundi matin. Ordre du jour, gouvernance, conformité, dépenses exceptionnelles. Romain a vu le mail, a levé les yeux vers mon bureau vitré, et à cet instant précis, il a compris que la partie avait changé de propriétaire, sans savoir encore que je m'étais préparé à tout, sauf à ce que le premier goût de la vengeance ressemble autant à du métal dans la bouche. Le lundi, je suis arrivé au bureau avant tout le monde. Costume sombre, chemise blanche, café noir, l'uniforme discret des gens qui vont ruiner une matinée. Notre siège était à la Cité internationale. Beaucoup de verre, de métal, et cette obsession moderne pour la transparence chez des gens qui passent leur temps à dissimuler. J'ai demandé à Salomé, notre directrice financière, de me rejoindre dans la petite salle de réunion avant le conseil. Elle savait déjà qu'il se passait quelque chose. Les bons financiers sentent les catastrophes avant même les auditeurs. Je lui ai montré une partie des pièces. Pas tout. Juste assez pour la faire blanchir. Elle a regardé les notes de frais, les hôtels, les courses, les validations irrégulières. Puis elle m'a dit, très calmement, « Si ça sort, il saute. » J'ai répondu, « Oui. » Et pas seulement lui. À 9 heures, les administrateurs sont entrés les uns après les autres. 2 investisseurs, notre conseil juridique externe, Salomé, moi, et enfin Romain, avec 5 minutes de retard et un sourire qui avait déjà pris l'eau. Il a tenté un regard vers moi. Le vieux regard complice. Celui des années fac, des contrats gagnés, des gueules de bois partagées. Je lui ai rendu un visage de marbre. Ça lui a fait l'effet d'une gifle silencieuse. J'ai ouvert la séance avec une voix parfaitement stable. J'ai parlé de gouvernance, d'exposition réputationnelle, de conformité interne. J'ai vu les regards se lasser. Puis j'ai posé la première chemise cartonnée au milieu de la table. Ensuite la deuxième, puis la troisième. Photos, réservation, relevé, capture de messages, validation de dépenses. Tout était classé, daté, presque élégant. La trahison devient très ordinaire quand elle passe dans un bon archivage. Romain a d'abord essayé le mépris. Il a soufflé. « Adrien, tu es sérieux ?» J'ai répondu, tragiquement. Oui, Salomé a pris la parole pour confirmer l'usage de fonds sociaux à des fins personnelles et la dissimulation comptable. L'avocat externe a rappelé les clauses du pacte d'associés. Loyauté, probité, atteinte à l'intérêt social. J'ai ensuite sorti la pièce que j'avais gardée pour la fin. Un échange où Romain écrivait à Camille « Ne t'inquiète pas, Adrien ne regarde jamais cette ligne-là. » Et là, le silence a changé de nature. Il n'était plus gêné. Il était hostile. L'un des investisseurs a retiré ses lunettes. Mauvais signe chez les gens polis. Romain a tenté de parler d'acharnement personnel, de vie privée, de crise conjugale instrumentalisée. Classique. Quand un homme n'a plus d'arguments, il essaie de transformer sa faute en nuance. Sauf que j'avais mieux. J'ai montré que pendant que nous préparions la rebrandisation, il rencontrait aussi discrètement un concurrent marseillais pour discuter d'un départ avec portefeuille client. Besson me l'avait trouvé la veille. Une terrasse, 2 cafés, un dossier, une poignée de main. Ce n'était plus seulement une histoire de lit.
C'était une trahison complète, sentimentale, contractuelle, stratégique, presque une offre packagée. À partir de là, il était fini. Le vote a pris moins de 12 minutes. Révocation immédiate de ses fonctions. Audit interne. Activation de la clause de cession forcée à prix décoté. Suspension de ses accès. Récupération du matériel. J'ai signé sans trembler. Lui non plus d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus frappé. Il n'avait pas l'air honteux, seulement sidéré qu'on lui refuse enfin l'impunité. Quand la réunion s'est terminée, il m'a suivi jusqu'à mon bureau. La porte s'est refermée derrière nous. Il a dit « Tu détruis tout pour une femme ». J'ai eu un rire bref, presque triste. « Non, Romain, je détruis tout pour 2 comptes truqués. Une chambre d'hôtel et 20 ans de mépris. » Il a serré les mâchoires. Puis il a tenté son dernier costume, celui de l'ami. « Frérot, écoute-moi. Ce mot, encore, toujours ce mot. Comme si la fraternité était un badge d'accès illimité à ma vie. » Je me suis approché de lui et j'ai parlé doucement. « Ne m'appelle plus jamais comme ça. » Il a compris que c'était terminé. Pas juste l'association, pas juste la boîte, quelque chose de plus ancien. De plus sale, il est parti avec un carton, un ordinateur bloqué, et sa dignité emballée à moitié. À midi, la rumeur avait déjà traversé les open space. À 14 heures, un journaliste local appelait le Standard pour vérifier des changements de gouvernance. À 17 heures, Camille m'écrivait « Romain ne répond plus. Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé le message longtemps. Puis j'ai répondu « J'ai juste mis les bons documents sur la bonne table. » Et pour la première fois depuis le début, ce n'est pas sa peur que j'ai sentie derrière l'écran, c'est la mienne. Parce qu'au milieu du vacarme, je comprenais déjà que gagner n'allait rien réparer. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ses valises prêtes dans l'entrée. Sauf qu'elle était encore là, assise sur le canapé, comme si le vrai procès commençait seulement maintenant. Camille était assise dans le salon, droite, les mains croisées, sans larmes cette fois, ce qui était presque plus supportable. Les gens qui pleurent veulent souvent être pardonnés. Ceux qui restent calmes espèrent encore négocier. Ses valises étaient près de la porte, mais elles n'avaient pas bougé, comme si quitter l'appartement sans obtenir une version moins terrible de l'histoire lui semblait administrativement impossible. Elle m'a regardé entrer, a vu mon visage et a compris qu'il n'y aurait ni scène, ni consolation, ni reste à sauver. Elle a dit « Tu lui as tout pris ». J'ai posé mes clés sur le meuble de l'entrée, lentement, et j'ai répondu « Non, Camille, il a tout posé lui-même dans un dossier. Moi j'ai juste ajouté des intercalaires. » Elle a fermé les yeux une seconde. Ce genre de fatigue qu'on voit chez les gens qui découvrent trop tard qu'ils n'étaient pas en train de vivre une passion, mais une faute logistique avec chambre réservée en ligne. Elle a tenté de parler d'usure, de solitude, de distance entre nous, les explications classiques, propres, repassées, prêtes à être présentées devant un juge imaginaire de la sensibilité. Elle a dit que je contrôlais tout, que je vivais pour le travail, que je n'étais plus vraiment là depuis des années. J'ai répondu « Peut-être. Mais ça ne t'obligeait pas à choisir mon meilleur ami comme service après-vente. » Elle a eu un mouvement de recul, touchée enfin, pas par la vérité, par le ton. C'est souvent ce qui blesse les gens, pas le fond, la précision. Elle a murmuré qu'elle m'avait aimé, au moins au début. J'ai hoché la tête. Je la croyais. C'était presque le plus triste. On peut aimer quelqu'un et quand même le trahir avec une efficacité remarquable. Elle s'est levée, a fait quelques pas, puis a demandé « Et maintenant ?» J'ai répondu « Maintenant, tu prends tes affaires. Mon avocate te contactera. La procédure part cette semaine. » Elle a pâli. Divorce. Comme si le mot lui-même arrivait trop tôt. J'ai dit oui. Sans théâtre. Sans colère. Juste oui. Elle m'a demandé si tout était si simple. J'ai regardé autour de moi. Notre salon, les livres choisis ensemble, la lampe hors de prix achetée à Bordeaux, les photos encore sur l'étagère. J'ai dit « Non, justement, rien n'est simple, mais tout est terminé. » Elle a alors tenté ce que j'attendais depuis le début, le pardon.
pas celui qu'on mérite, celui qu'on demande, parce qu'on n'a plus d'issue. Elle s'est approchée, m'a dit qu'elle avait paniqué, que ça n'aurait jamais dû aller si loin, que Romain lui avait promis qu'il quitterait la société, qu'ils avaient pensé me le dire au bon moment. Cette formule m'a presque fait rire. Le bon moment. En France, on reporte tout. Les travaux, les rendez-vous à la CAF, les ruptures, les vérités, jusqu'à ce que l'humidité remonte par les murs. J'ai répondu. Le bon moment, c'était avant la première chambre d'hôtel, payée avec l'argent de ma boîte. Là, elle s'est figée. Elle ne savait pas pour les frais. Évidemment, elle ignorait encore la moitié du dossier. Et j'ai vu passer dans ses yeux cette seconde unique où l'on comprend qu'on s'est lié à un homme bien plus petit qu'on l'imaginait. Elle a demandé s'il était vraiment fini. Professionnellement, j'ai dit « Oui, le conseil a voté. Sa participation sera rachetée à prix décoté. Ses accès sont coupés. Un audit est en cours. » Elle s'est assise d'un coup, comme si ses jambes venaient de recevoir la nouvelle avant sa tête. Puis elle a soufflé. « Mon Dieu, Adrien, j'ai corrigé. Non, pas mon Dieu. Ton choix. » Le silence qui a suivi était presque élégant. Le genre de silence qu'un notaire pourrait tamponner. Finalement, elle a pris son manteau, une petite trousse, son chargeur, détail minuscule d'une vie qui quitte un lieu en croyant encore qu'elle pourra revenir chercher le reste. Sur le seuil, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Elle a demandé « Tu n'as plus rien à me dire ?» J'ai répondu « Si, rends les clés au gardien demain. Le syndic changera le badge. » Elle a eu un rire brisé, incrédule, comme si elle découvrait qu'on pouvait être quitté avec la froideur d'une procédure d'immeuble. Puis, elle est partie. La porte s'est refermée, et pour la première fois depuis des semaines, l'appartement a été parfaitement silencieux. Pas de mensonges, pas de vibration de téléphone, pas de parfum dans l'entrée, juste le bruit du chauffage et mon propre souffle. Je me suis versé un verre d'eau. Pas de whisky, pas de célébration, rien. Dehors. Lyon continuait à vivre avec son indifférence de grande ville bien élevée. Un bus passait. Quelqu'un riait dans la rue. Une moto remontait le quai. Et moi, debout au milieu du salon vidé d'elle, j'avais enfin obtenu exactement ce que je voulais. Le contrôle, la séparation, la chute de l'autre. Sauf qu'au lieu du triomphe attendu, je n'ai ressenti qu'une fatigue immense, presque administrative, comme si ma vengeance n'avait été qu'un dossier de plus à classer. Et au même moment, mon téléphone a vibré, numéro masqué. J'ai décroché. La voix de Romain est tombée dans l'appartement, comme une pièce sale. Il n'a pas dit bonsoir. Il a juste soufflé. « Tu crois que t'as gagné, mais t'as tout cramé toi aussi. » Et avant que je réponde, il a ajouté quelque chose que je n'avais pas vu venir. Quelque chose qui allait rendre les semaines suivantes encore plus sales. Il y avait déjà des journalistes qui fouillaient bien au-delà de lui, bien au-delà d'elle. Et cette fois, c'était mon nom qu'ils voulaient en une. Les journalistes n'en avaient rien à faire de mon chagrin. Ils voulaient une histoire vendable, un patron trahi, un associé déchu, une affaire interne devenue scandale de gouvernance. Pendant 2 semaines, mon téléphone a sonné comme un standard de clinique privée en période d'épidémie. Demande d'interview, mail de médias locaux, puis économiques, puis nationaux. Notre rebranding a pris une tournure que personne n'aurait osé proposer en agence. Au lieu d'un nouveau logo et de 3 phrases creuses sur l'innovation, on parlait désormais de reprise en main, d'exemplarité, de gouvernance renforcée. Les clients, eux, sont des créatures beaucoup moins morales qu'on le prétend. Tant que les dossiers avançaient, ils restaient, et ils sont restés. Mieux encore, certains concurrents fragilisés par leur propre amateurisme ont perdu des marchés que nous avons récupérés. L'entreprise a grandi sur les ruines du scandale, proprement, froidement, presque brillamment. Le divorce, lui, a été plus rapide que prévu. Pas d'enfants, peu de zones grises, beaucoup de lassitude. Camille a cessé de se battre assez tôt, sans doute parce qu'elle avait compris que ce qui s'était effondré ne reviendrait pas avec un bon avocat et 2 phrases tremblantes. J'ai gardé l'appartement, la société, le contrôle. Elle a gardé ce qu'on garde après certaines fautes, quelques cartons, un nom qu'elle n'utilisait plus,
et le souvenir exact du moment où une porte se ferme sans claquer. Quant à Romain, il a tenté de rebondir, bien sûr. Les hommes comme lui confondent toujours chute et contretemps. Mais le milieu est petit. Lyon n'est pas Paris. Et même à Paris, les gens lisent les articles avant de déjeuner. Son nom circulait désormais avec les mots qu'il faut éviter à tout prix dans les affaires. Déloyauté, abus, conflit d'intérêts. Il n'était pas ruiné au sens romantique du terme. Il respirait encore. Il payait encore ses cafés. Il existait, ce qui est parfois une punition bien plus longue. 3 mois plus tard, un soir, il m'a appelé. Pas en masqué cette fois. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Sa voix n'avait plus rien du charme facile que tout le monde lui connaissait. Il a dit « J'ai perdu la boîte. L'argent, ma réputation. Mais le pire, Adrien, c'est que j'ai perdu mon frère. J'ai regardé les lumières de la ville, derrière ma baie vitrée. J'aurais dû ressentir quelque chose. Une satisfaction, une réparation, même une colère tardive. Il n'y avait rien. Juste ce vide très net que la vengeance laisse quand elle a parfaitement fonctionné. Alors, je lui ai répondu la seule vérité qui me restait. Tu ne l'as pas perdu le jour où je t'ai sorti de la société. Tu l'as perdu bien avant. Puis j'ai raccroché. Et je suis resté là, seul, avec une entreprise en croissance, un divorce prononcé, une victoire complète, et cette évidence presque insultante. On peut gagner sur toute la ligne, exposer les traîtres, sauver son nom, reprendre ce qu'on vous a volé, et découvrir malgré tout qu'aucune victoire ne reconstruit ce qui a été détruit. Elle ne fait que laisser les gravats mieux alignés. Voilà la partie que personne ne raconte. La revanche impressionne toujours de loin, mais de l'intérieur, elle a surtout le goût froid d'un appartement trop calme, d'un téléphone qui ne sonne plus et d'un silence qu'aucun triomphe ne sait remplir. That's so fucking risky, putting your hand so close to its face there. If you want humanity, then folks gotta have babies. Yeah, but surely when, like, humanity's a little bit more settled, it does keep the species alive, but, like, at this point, do you really want the species to survive? They can't survive the ice, surely. That's why they go here, right? But, like, they could still be... They're dead, right? So... I found out someone I grew up with is pregnant yesterday, and I always thought it was in your camp of child hating, so I was surprised and confused. Interesting. You can't know if it'll ever be more settled or not. Yeah, like in Joel's community right now, I'd feel safe being pregnant, but like something could change. Like a zombie could get in, and then everyone's dead. That's what I just like. A child can't defend itself. Ah! Oh, fuck's sake! I dribbled. Am I doing this right? Alt? Oh, fucking hell! Am I meant to be dodging? F. Sorry, what the fuck is going on? What am I doing? Sorry, what am I... What button am I pressing here? Oh, fucking... Fuck, I'm gonna fucking die. Oh, they're all waking up. Okay, she's dead now. Why am I doing left alt and F? Sorry, who in fuck uses those controls? Could you see me? Moderate my ass. Okay. Oh. Oh fuck. Oh my god, how am I supposed to do this?
I going? I'm stuck. Change controls? To what? Fucking hell. How am I supposed to do that? And how am I supposed to move and do that? That's such confusing control. If your hands on your fingers on W and your pinky's on left alt. Left alt, dodge. Ah! There you go. Oh, oh, for fuck's sake! Middle finger W, thumb alt. Put your thumb on left alt, but then wait, I have a different keyboard layout. Is this why? So my left alt is here. So I'm doing W, F, and then my alt is there. Yeah, true. I played it with controller last time. Like, I don't really know what keybind that should be. Q? Curl your thumb under. Are you joking? You guys are real gamers, hey? But then I'm using, like, the side of my thumb. Really? That's what I would do? Really? A skill issue? Yeah, literally a skill issue. Like a motor ability issue.